Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce line quartz? Quelles sont les raisons qui vous a amené à vouloir faire des évaluations sociétales? Disons que depuis des années, moi je donne cours dans l'enseignement supérieur, en kinésithérapie et en psychologie, et depuis des années j'essaye de trouver des aspects, des concepts de développement de médecine alternative qui sont dans l'holistique, c'est-à-dire de la globalité de l'individu, etc. Et par voie de conséquence, quand j'ai entendu parler du line quartz, il m'a semblé que ça rassemblait en tout cas un certain nombre de concepts que moi j'aurais voulu utiliser dans ma recherche personnellement. Donc c'est le départ de mon idée, c'est cet holisme, cet aspect holistique de la machine qui m'a séduit au départ. Est-ce que le fait que le line quartz possède 3 principes scientifiques reconnus a fait quelque chose d'intéressant à l'observation pour vous vis-à-vis du line quartz, à pouvoir l'étudier parce qu'il y avait déjà des principes scientifiques existants? Ça c'est sûr que j'ai évidemment étudié ça de très près parce que je n'avais pas du tout envie de tomber non plus dans l'éthérisme de quelque chose qui était un peu ésotérique. Et par voie de conséquence, j'ai pris en compte la capacité de réunir plusieurs concepts scientifiques tout à fait intéressants pour pouvoir commencer à y réfléchir sérieusement. Qu'est-ce que ça a donné comme première information? Il y a déjà un préalable à faire, c'est-à-dire que nous avons débuté l'expérimentation à partir du mois de février, donc il était impossible de pouvoir récolter un certain nombre d'informations et en tout cas, de les traiter expérimentalement au niveau scientifique d'une manière très rigoureuse. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui, ce seront uniquement des observations sur 58 patients. Alors, il en ressort quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que sur les 58 patients, il n'y en a déjà que 3 qui n'auraient pas, en tout cas, qui n'auraient pas ressenti un certain nombre de facteurs positifs. Tous les autres ont ressenti quelque chose. Alors, ça va de la détente générale au phénomène de détente plus particulièrement sur un long terme, de la diminution, ça c'est vraiment extrêmement important, au niveau des douleurs qui sont traitées par une échelle qu'on appelle l'échelle EVA, c'est-à-dire c'est une échelle subjective puisque la douleur est objectivement impossible à traiter. Et par voie de conséquence, on se retrouve devant des personnes qui ont toute une amélioration de leur vie au quotidien. Et alors si on fait le fameux questionnaire du FIS, c'est-à-dire sur la fibromyalgie notamment, on se rend compte qu'ils ont tous évolué dans ce sens-là. On a même traité des personnes qui avaient des problèmes de zona, des herpès et même des sarcoïdoses. Donc quelque part, chez tout le monde, on avait une diminution de ce phénomène de douleur importante. Alors quelle va être la suite par rapport à ce démarrage d'évaluation? Qu'est-ce que vous allez donner comme suite au niveau de votre équipe? Déjà, on va essayer de faire en sorte de pouvoir objectiver au maximum, si vous voulez, la diminution des douleurs, des problèmes inflammatoires. Alors pour ce faire, on est obligé de passer par quelque chose d'invasif, c'est-à-dire des prises de sang, au cours desquelles on va essayer de faire un dosage des cytokines et des chimiokines au niveau sanguin, de manière telle à voir si les leucocytes fonctionnent correctement par rapport à ça, et s'il y a une diminution notamment tout à fait objective dans le cas de la fibromyalgie, parce qu'on va surtout s'intéresser à cette symptomatologie inflammatoire. Etc., et qui peut prendre d'autres formes. Donc l'eau a des particularités tout à fait intéressantes. Sa particularité aussi, c'est d'avoir cette mémoire. Alors cette mémoire, figurez-vous qu'elle a été aussi travaillée par un Français notamment, qui s'appelait Jacques Béveniste, que vous avez certainement connu, et dont les travaux ont été poursuivis par M. Luc Montagnier, qui est loin d'être un inconnu, puisque c'est quand même lui qui a trouvé le fameux virus du sida et qui a obtenu un prix Nobel pour cette trouvaille. Mais seulement au jour d'aujourd'hui, il est malmené parce que quelque part, il est parvenu à montrer qu'il y avait une forme de mémoire de l'eau. Alors comment est-ce qu'il fait? Je vous l'explique. Vous faites référence aussi à ce que nous possédons au niveau de notre corps, c'est-à-dire la base d'eau. Bien sûr. Que l'organisme possède. Mais écoutez, d'abord, je me suis inspiré d'un chercheur, d'un professeur remarquablement expérimenté et intelligent et productif dans ce domaine-là, qui est le professeur Marc-Henri, que vous connaissez bien, parce qu'il est français, il est professeur à Strasbourg. Il a écrit à cet égard énormément d'articles et de bouquins, et c'est vraiment lui qui a été mon poète de départ, la personne qui m'a inspiré par rapport à ça. Et en fait, quand on sait que 99% des molécules d'eau sont des transmetteurs d'informations, on peut aller rechercher à ce moment-là toutes les informations que Montagnier
s'inspirant notamment de Jacques Béveniste, a pu mettre en place. Et la transduction magnétique fait en sorte qu'on peut aller vraiment chercher une mémoire de l'eau, avec toutes ses particularités, notamment qui sont reprises par d'autres chercheurs, notamment Chaplin, qui est aussi un Français, qui a fait toute une série de recherches sur les particularités de l'eau au niveau physique, parce que l'eau ne s'explique pas que par H de O, ça s'explique par autre chose. Donc en fait, si on part du principe que l'eau, qui est notre composant organique le plus important, a une mémoire, donc on pourrait imaginer travailler notamment sur la mémoire de l'eau, et pourquoi pas à ce moment-là avoir un regard encore un petit peu plus précis sur l'homéopathie notamment. Alors dans le dernier rapport que vous aviez fait entre la physique quantique et le line quartz, vous avez évoqué effectivement que cet outil pourrait être un nettoyeur de membranes cellulaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce type d'informations ? Un petit peu plus, oui. Ça veut dire qu'au niveau de la membrane cellulaire, on s'est aperçu qu'en fait, la membrane cellulaire, c'est ce qui constituerait, j'emploie le conditionnel, l'intelligence de la cellule en elle-même. Ce ne serait pas nécessairement le noyau qui contient l'ADN, etc. Pourquoi? Parce qu'on reprend à ce moment-là toutes les théories de l'épigénétisme, et ça veut dire qu'à ce moment-là, on travaille sur la membrane. Membrane qui est évidemment structurée d'une manière tout à fait particulière, qu'on appelle phospholipidique, qui contient évidemment des tubules qu'on appelle les aquaporines, qui vont laisser passer de l'eau, okay, qui est ionisée, ou de l'eau qui va contenir un certain nombre de substances, ou de l'eau qui va pouvoir passer sous forme quantique notamment. Donc ça veut dire que quelque part, l'eau de toute façon va aller donner un certain nombre d'informations au niveau de l'ADN et de l'ARN messager, etc. Et donc on va avoir une organisation des ADN tout à fait différente et une prolifération de certaines cellules ou une augmentation de ce qu'on va appeler une acétylation ou une méthylation. Donc ça veut dire que quelque part, la physique quantique va jouer un rôle important dans l'analyse, puisqu'on pourra même parler à ce moment-là de biologie quantique, dans l'analyse de quels sont les phénomènes qui s'opèrent autour de la membrane cellulaire, et ça c'est vraiment extrêmement important. Avec aussi quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'approche quantique, c'est que celui qui observe l'expérimentation est déjà en train de changer l'expérimentation en elle-même. Donc l'objectivité dont on parlait précédemment par rapport aux expérimentations, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être un jour revoir dans la mesure où, quand vous regardez une expérimentation, vous en changez déjà le contenu et le fonctionnement. Donc ce qui sous-entendrait que le concept qui est en train de se mettre en place sur l'épigénétique a une influence énorme sur, en fin de compte, la construction de l'humain. Bien sûr. De toute façon, je crois que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est tout à fait reconnu par, en tout cas, un certain nombre de chercheurs de haut vol. C'est qu'on considère absolument maintenant ce qui est à peu près 15 à 20% d'hérédité entre guillemets pure, et le reste serait l'épigénétisme, c'est-à-dire la considération de l'environnement qui peut être la pensée, l'environnement qui peut être le contact avec les autres personnes, l'environnement qui peut être ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on avale, ce qu'on pense. En fait, l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas intracellulaire, mais qui va donner, tout cet environnement va donner évidemment une information tout à fait particulière à l'ensemble de la cellule et par voie de conséquence au niveau de l'ADN. Si le line quartz est considéré comme élément environnemental touchant évidemment l'individu, on peut espérer absolument tout. Ce qui est intéressant aussi avec le line quartz, c'est qu'il n'est pas invasif, donc quelque part ça reste en dehors de la sphère intracellulaire, etc. proprement dit, mais avec une action quand même tout à fait intéressante. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de voir vraiment si on peut éliminer toute mémoire cellulaire? Je n'en sais absolument rien. Et je ne sais pas d'ailleurs comment on pourrait le déterminer, puisque bon, l'eau que vous buvez, que nous buvons tous les deux, nous buvons de l'eau d'un dinosaure. Par voie de conséquence, est-ce qu'on a toujours la conception du dinosaure dans la molécule d'eau qu'on boit au jour d'aujourd'hui? Je n'en sais absolument rien. Mais de toute façon, ça, il faudrait voir à quel niveau on pourrait avoir une sélection d'analyse précise par rapport au niveau cellulaire. Et là, ça demanderait vraiment tout un travail encore de recherche expérimentale beaucoup plus poussé que moi, je n'ai pas encore envisagé au jour d'aujourd'hui, puisqu'on est vraiment au balbutiement par rapport à ça.
Ben, nous sommes des transmetteurs, des récepteurs, ça c'est une première chose. Alors au niveau de la membrane phospholipidique, on le sait aussi que de toute façon, comme son nom l'indique, il y a des phosphates et il y a du lipide, donc ça veut dire que quelque part elle est semi-perméable. Ça veut dire qu'elle va laisser entrer un certain nombre de facteurs et un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants qui vont intéresser bien évidemment les mitochondries. Ça veut dire ceci aussi, ça veut dire que quelque part, quand nous arrivons à la conception que ça ne laisse pas passer n'importe quoi, n'importe comment pour n'importe qui, l'ensemble des informations qui vont pénétrer à l'intérieur, si vous voulez, vont modifier un certain nombre de structures momentanément au niveau de la membrane phospholipidique, qui sont organisées en fait comme tous les cristaux de quartz pourraient l'être. Avec cette possibilité cependant, c'est que quand les acides aminés s'intercalent, s'organisent, s'interorganisent entre eux pour former d'autres structures d'ADN, etc., eh bien ils reviennent en place. Le mouvement que je suis en train de faire pour le moment est justement organisé aussi par la capacité que les cellules ont de modifier leurs acides aminés et puis de revenir en place. Donc la structure même du cristal, c'est d'être toujours dans la même structure, mais peut-être modifiable à certains égards, notamment dans les phénomènes de protéodie, etc. Mais ça veut dire aussi que quelque part, on a une structure qui ressemble vraiment à un cristal liquide au niveau de la membrane semi-perméable. Et c'est ça qui permet d'avoir une comparaison, si vous voulez, entre les informations qui viennent du quartz, du silicium, de la silice, etc., et l'ensemble des informations qu'on peut récolter grâce justement à ces cristaux qui sont situés sur la membrane semi-perméable. De toute façon, il va de toute façon y avoir, me semble-t-il, je pense, une forme d'information qui va être transmise d'une manière électromagnétique. Si j'ai une information d'un côté qui correspond au niveau des ondes, à un certain moment, je vais avoir un pic fatalement de cohérence. C'est ce qu'on appellera le champ de cohérence. Mais ça veut dire que quelque part aussi, je ne sais pas comment ça va comprendre, parce qu'il y a tous les facteurs qui sont des facteurs émotionnels qui jouent aussi un rôle extrêmement important par rapport à tout ça. Donc pour le moment, c'est vraiment envisager empiriquement cette recherche-là qu'on va faire. On n'en est pas encore à des subtilités telles que est-ce que la cellule comprend? Ça veut dire beaucoup de choses. Que pensez-vous que le lime quartz puisse apporter à la science en développement? À la science en développement, c'est peut-être d'ouvrir une petite porte qui permettent à certains d'en ouvrir des plus grandes et pouvoir se dire qu'il se passe des choses qu'on ne comprend pas tout de suite au niveau scientifique, qui est quand même une analyse assez réductionniste et qui amène quand même les gens à voir qu'il peut se passer des choses sans les comprendre nécessairement. Ça, c'est déjà pas mal. Et d'autre part, moi j'ai de la chance d'être passé, entre guillemets, par le lime quartz, pour l'avoir essayé moi-même, par votre conséquence, parce que j'avais une capsulite rétractile au niveau de l'épaule droite, donc c'est pas compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que pour l'avoir essayé moi-même, j'ai des résultats qui sont tout à fait favorables. Bien évidemment, il y a de temps en temps des résurgences, je veux dire, par rapport à cette petite douleur, mais ça n'a absolument plus rien à voir avec ce que j'avais comme problématique au niveau de la capsulite rétractile préalablement.